Bonjour, bienvenue sur les podcasts Mountain Changemakers, le média de la transition des territoires de montagne. Talk to You, c'est un rendez-vous avec un acteur économique, politique ou associatif avec qui nous décryptons les enjeux liés à l'évolution de nos territoires. Changement climatique, biodiversité, bouleversement économique, diversification touristique, mobilité, crise du logement, l'ensemble de ces sujets font partie de nos entretiens réguliers pour mieux comprendre les changements auxquels nous devons faire face. Aujourd'hui, je reçois deux invités au micro de Mountain Changemakers, David Ponson, directeur de la section domaine de montagne et activités outdoor de la Compagnie des Alpes, et Nadège Doubinski, responsable performance environnementale au sein de la même compagnie. La Compagnie des Alpes, qu'on appelle aussi CDA, est depuis 30 ans un acteur influent de nos montagnes. Avec le pôle parc de loisirs, son chiffre d'affaires s'élève à 1,4 milliard d'euros pour l'exercice 2024-2025. Elle gère une dizaine de domaines skiables, dont les plus importants et les plus rentables des Alpes, comme les Arcs, Grands Massifs ou encore la Plagne. On le sait, en termes de richesse, rien ne remplace le ski. Mais être une entreprise robuste économiquement ne suffit plus sur des territoires qui étouffent. Il faut repenser le modèle social et environnemental pour maintenir une habitabilité en montagne. Signer une délégation de service public, c'est prendre un engagement sur plusieurs dizaines d'années. Et s'engager sur une vision aussi lointaine sur les territoires de montagne demande nécessairement une stratégie. Tignes a décidé de ne pas renouveler son contrat pour gérer son domaine de manière indépendante, station pourtant historiquement liée à la Compagnie des Alpes. Autre versant, à Pralognan-la-Vanoise, c'est bien à la CDA qu'a été confiée la gestion du domaine pour les 25 prochaines années. C'est dans cette logique de vision à long terme que la Compagnie des Alpes a suivi un parcours CEC, Convention des entreprises engagées pour le climat. Une nouvelle étape après les 10 engagements et renoncements pris en faveur de la transition en 2021. Bonjour David, bonjour Nadège. Bonjour. Donc David, tu es le directeur de la division domaine skiable et activités outdoor de la compagnie et Nadège, responsable de la performance environnementale sur la division montagne depuis 2024. La Compagnie des Alpes fait partie des 60 entreprises et institutions à avoir rejoint le parcours de la Convention des entreprises pour le climat, CEC Alpes, en 2024. Pourquoi entreprendre cette démarche et qu'est-ce que cela signifie pour une entreprise comme la Compagnie des Alpes ? Peut-être Nadège, si tu veux répondre en premier, c'est toi qui as suivi ce dossier de près. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est une continuité. Les réflexions autour de la restauration des milieux et les réflexions autour de nos impacts sont pas d'aujourd'hui. Par contre, on est venu chercher une méthode, on est venu chercher une structuration de nos idées pour pouvoir justement mettre en œuvre de manière opérationnelle des actions simples qui viennent justement nous aider à limiter nos impacts. Donc c'est ce qu'on est venu chercher, c'est ce qu'on a trouvé au sein de la CEC avec vraiment un parcours apprenant, du cadrage scientifique, de l'aide à mise en place de méthodes. On a commencé en avril 2024, on a suivi 10 séances sur 10 mois. Et on a donc fini notre parcours en février 2025 et publié notre feuille de route en juin 2025. David, tu veux rajouter quelque chose ? Tu es moteur dans ces démarches depuis longtemps. Rentrer dans un parcours comme celui-ci, c'est important ? Oui, c'était ce que je rajouterais au surplus de ce que vient d'évoquer Nadège, c'est on était déjà dans la démarche où après 2021, on avait réfléchi globalement au niveau du groupe, pas que de la division montagne, sur notre raison d'être. De ça, on en avait décliné un certain nombre d'engagements et de renoncements. Les renoncements étant aussi des engagements, mais qui prennent leurs effets au moment où on les annonce. Donc ceux-là, ils sont encore plus immédiats, encore plus forts. Et peut-être plus spécifiquement sur la division montagne, on avait ce besoin. En tout cas, moi, je l'avais. Nadège, je pense aussi, de pouvoir s'inspirer d'autres démarches, d'autres expériences. C'est pour ça que dans la démarche CEC, on va se frotter pendant un an, d'avril 2024 à février 2025, à une cinquantaine d'autres entreprises qui ont fait la CEC Alpes numéro 2.
Donc c'est riche de ces partages humains. C'est la dimension humaine aussi dans cette démarche qui était intéressante. Et d'avoir aussi pouvoir se nourrir d'intervenants voilà, de grande qualité sur différentes thématiques et pouvoir se nourrir, s'inspirer de ça, d'approches scientifiques nouvelles qu'on n'avait pas forcément voilà, à portée de main. Donc avoir tout ça et puis finalement pouvoir approfondir cette feuille de route qu'on s'est donnée et qui évolue au fil de l'eau. Donc c'est ça qu'on est allé chercher dans la démarche, qui était une démarche ambitieuse, qui nous a demandé du travail et des devoirs à la maison en plus, en plus de notre quotidien. Mais voilà, c'était très bien. Et aujourd'hui, ça nous sert de boussole dans toutes les actions qu'on entreprend par ailleurs pour faire notre division montagne et les démarches de prospective qui sont associées. Parce qu'évidemment, comme toute entreprise, on essaye de faire un plan à 5 ans. On a d'autres boussoles qui sont la profondeur des contrats de délégation de service public. Mais on sait très bien qu'on a besoin d'une profondeur plus grande sur la vision de ces territoires-là. Donc, voilà, c'est un apport scientifique, c'est un apport humain, c'est un apport d'histoire, de parcours, d'expérience qui nous a enrichis. Nadège, l'objectif, c'est de développer une nouvelle offre de loisirs et services régénératifs visant à maintenir l'habitabilité et la prospérité des territoires de montagne. C'est vraiment possible? Qu'entendez-vous par loisirs et services régénératifs? Alors, c'est un de nos leviers, effectivement, de pouvoir développer notre activité en ce sens-là. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est clairement positionner l'entreprise dans le temps, de manière pérenne dans son activité, puisque c'est un vrai levier de la RSE, d'être pérenne sur son activité. Sur la partie touristique, c'est développer des activités qui soient pas impactantes, ou du moins le moins possible, et qui soient pérennes dans le temps à l'aune du changement climatique. Donc on pense tout de suite aux activités 4 saisons de loisirs, qui nous permettront d'accueillir toujours du public et des clients sur nos belles montagnes. Mais c'est aussi réfléchir à ce que nous, Compagnie des Alpes, en termes de compétences et de services, on peut proposer au territoire. Voilà, on a beaucoup de compétences dans les équipes, que ce soit des compétences en compréhension des fonctionnements des systèmes hydrauliques, tout ce qui est au niveau de la maintenance et autres. Et donc, on pourrait très bien se projeter à proposer des services sur les territoires. Alors, c'est très vaste, mais ça vient contribuer à l'habitabilité des territoires en maintenant des services à destination des riverains. Et des entreprises. Mais quand on entend ce mot régénératif, on pense forcément économie régénérative, l'impact positif sur l'écologie, le social et l'économie. Est-ce que c'est pas un peu antinomique quand on est opérateur de remontée mécanique, David? Non, ça l'est pas. On a mis un moment à faire atterrir cette phrase parce que déjà, il a fallu s'entendre sur le sens qu'on voulait donner et les mots à utiliser. Et peser chacun de ces mots au trébuchet pour être le plus proche possible de cette finalité qu'on voulait se donner. Donc cette phrase, cet engagement régénératif, effectivement, il est important et on voulait faire comprendre, avant de parler des leviers de direction, que l'engagement, c'est partir finalement d'un territoire dont on fait partie, dont on hérite partie et qu'on transforme au gré des contrats qu'on pilote, mais en partant d'un monomodèle économique pour la plupart de nos grandes destinations de montagne, pas les villages stations d'origine, mais vraiment les stations construites ex nihilo, qui sont quand même pour la plupart les stations et les destinations qu'on opère. Partir d'un monomodèle économique, c'est le plan neige de l'époque, où on a créé de toutes pièces une activité en montagne basée sur la neige, le ski. Voilà. Et maintenant, quelques décennies plus tard, et pour celles à venir, au gré du réchauffement climatique, mais pas que, c'est-à-dire de tous les changements qu'on voit en ce moment dans un système qui n'est plus un système linéaire, dans toutes les projections qu'on faisait jusque-là, de manière à des hypothèses financières et autres, qui étaient très linéaires, qui était très facile à modéliser, à imaginer. On est dans un monde totalement
illisible, turbulent, incertain. Donc il faut pour autant se projeter et tenir un cap, parce que derrière, après, c'est l'engagement des équipes qu'on veut obtenir pour aller dans telle ou dans telle direction. Donc c'était passer de ce monomodèle économique à un autre modèle qui soit le garant justement de pérennité et d'habitabilité des territoires dans lesquels justement cette économie-là, issue du plan Neige, a inscrit de la vie. Évidemment, puisqu'il y avait de la vie dans les territoires de montagne auparavant, mais qui n'est pas celle qu'on a aujourd'hui. On a irrigué ces territoires-là avec cette économie, et il faut qu'il y ait un lendemain. Donc ça, c'est notre engagement, c'est ce qu'on veut se donner de faire, puisqu'on vit tous en montagne, de la montagne, par la montagne. Enfin, c'était ça qu'on voulait essayer de retranscrire. Et ce terme de régénératif, il se décline un peu à tous les modes et à tous les temps. C'est-à-dire, c'est évidemment, on parle du milieu, de la biodiversité, de l'eau, etc. Mais c'est le côté régénératif aussi des idées, des envies, et donc de notre intervention dans un territoire pour pouvoir continuer à y vivre de manière pérenne. Donc c'était ça notre challenge. Cet engagement dans le parcours convention des entreprises pour le climat donc, prend la forme de plusieurs objectifs qui font écho, tu le disais David, aux 10 engagements et 5 renoncements que la Compagnie des Alpes avait pris il y a quelques années. On va les passer en revue dans cet entretien et puis essayer de comprendre comment on prend ce virage vers une activité régénérative. Mais d'abord, quand on rentre dans ce genre de parcours, quelles sont les étapes et les acteurs qui vous accompagnent ? Alors, les étapes, le parcours est très bien ficelé. Il permet de, en premier lieu, mettre en évidence la systémie de tous ces sujets-là. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a réaligné, on va dire, parce que bon, en tant qu'ingénieur scientifique, on va dire, je regardais les choses un peu en silo. Et ce parcours, il a vraiment permis de dire que finalement, tous les sujets sont interconnectés et que n'en regarder qu'un, c'est se tromper. Et donc, l'apport scientifique, il est fait au travers des 10 sessions. C'est toujours organisé à peu près de la même façon, sous la forme de conférences avec des acteurs scientifiques ou autres d'ailleurs, qui ont partagé des expériences. Ça met un vrai cadre clair sur ce qui est notre problématique, ce que sont nos problématiques, autant sur le climat, la biodiversité, mais aussi sur le volet humain, sociétal. Et donc, du coup, on se sert de ce contenu scientifique, de ce cadrage scientifique pour pouvoir nourrir notre feuille de route pas à pas, puisque lors des 10 sessions, en fait, les unes après les autres, on construit petit à petit, quel est notre sursaut, ce qui a fait qu'on a décidé d'y aller. Deux, c'est vraiment cette question générative ou régénérative qui est la vraie boussole de la construction de notre feuille de route et plus tard derrière de la façon dont on va amener les choses opérationnellement. Ensuite, on se projette à 10 ans et toujours dans ces 10 sessions, on construit notre projection à 10 ans. Qui on est, quand on écrit notre cap, en clair, on parle au présent. Je suis un opérateur de domaine skiable. J'opère toujours des destinations de montagne et une pratique hivernale de ces destinations de montagne. Mais je suis autre chose. Et je décris ce que je suis dans mon cap à 10 ans. Et puis derrière, on décline toujours, donc séance après séance, un plan d'action en identifiant des leviers de redirection, sur quoi je vais pouvoir agir et qu'est-ce qui va avoir de l'impact en fait positif, des objectifs liés à ces leviers, et puis un plan d'action clair avec des actions simples qui sont planifiées dans le temps. Nous, pour le moment, on a projeté sur les 3 prochaines années, mais du coup, la démarche, elle est vraiment itérative, donc on va pouvoir aussi évoluer avec elle et la faire perdurer. Alors, si on revient concrètement sur les engagements que vous avez pris, moi j'aime bien revenir sur votre feuille de route parce que ça nous permet de mieux comprendre sur le terrain finalement ce que ça peut changer ou en tout cas les analyses que vous pouvez faire. Donc, le premier engagement, c'est la réduction du scope 3. Donc pour rappel, le scope 1 et 2 concernait la réduction des émissions liées directement à l'activité de la compagnie. Le scope 1 regroupe les émissions directes produites par l'entreprise et sa combustion d'énergie fossile. Le scope 2 concerne la somme des émissions qui sont émises indirectement par l'entreprise lorsqu'elle produit ou achète de l'électricité, de la chaleur, de la vapeur ou du froid. Et le scope 3 donc prend en compte tout le reste des émissions carbone en amont ou en aval des activités de l'entreprise. Ces émissions indirectes, donc ce scope 3, c'est une grosse partie de l'impact
l'impact carbone. Quels sont les leviers que vous avez identifiés ? Alors, sur le scope 3, c'est un scope qui est pour la plupart commun à l'ensemble de la destination. On parle principalement de la mobilité des clients, qui représente plus de 80% de ce scope 3. Les autres scopes sont plutôt de l'ordre du fonctionnement de l'entreprise avec la partie aménagement. Donc nous, c'est la construction de nos remontées mécaniques, par exemple. Et puis le volet achat, c'est tout ce qui va être consommé au sein de l'entreprise pour faire fonctionner l'activité. Nous, les leviers, ils ont été assez clairs sur tout ce qui est à notre main, à savoir les aménagements et les achats. On s'est dirigé vers des actions de mise en place de chartes d'achat responsables, acheter plus local, acheter moins carboné. Donc ça, c'est vraiment au travers de nos démarches d'achat. Sur la partie aménagement, on cherche à trouver des solutions qui soient moins carbonées et aussi à se questionner sur le vrai besoin. Est-ce qu'on a besoin de faire cet aménagement ? C'est la première question qu'on se pose. Et comment je peux le faire avec moins d'impact ? Acier décarboné, béton décarboné ou autres matériaux finalement biosourcés. Voilà, c'est vraiment pour le coup les achats ainsi que les aménagements, c'est des leviers qui sont plutôt à notre main et on a tout de suite décidé de les mettre en œuvre. On a d'ailleurs lancé une communauté interne qu'on a appelée les éco-bâtisseurs pour pouvoir justement se challenger et aller chercher des solutions qui nous permettent d'atteindre cet objectif. Et sur la partie transport des clients, vous avez mis en place, David, le train de nuit avec Travelski. C'est une belle initiative. On en manque des trains de nuit dans les destinations montagne. Oui, pour reprendre ce qu'on disait, donc nos engagements, évidemment, à réduire l'empreinte de nos activités, donc c'est bien ce sur quoi, en premier lieu, on doit s'engager, balayer devant notre porte, c'est-à-dire scope 1 et 2, d'où la trajectoire zéro net, en réduction des émissions de carbone avant 2030. Et on est en bonne voie, et ça sera a priori sur le périmètre dont on parle avant, largement avant. Donc ça, c'est plutôt bien. L'autre sujet, c'est ce qu'on appelle, techniquement parlant, le scope 3. Donc c'est les émissions, entre autres, de nos clients, ce qui est le plus impactant pour les destinations de montagne, puisqu'évidemment, on est un acteur du loisir et des tourismes en montagne, quelle que soit la saison. Donc oui, il y a des populations qui se déplacent en ce moment pendant l'hiver de février, on le voit bien. Donc on s'est engagé à mener nos meilleurs efforts sur ce scope, parce qu'évidemment, si chacun d'entre nous, entreprise ou individu, traitions tous notre scope 1 et 2, il n'y aura pas de scope 3. Donc ça, évidemment, c'est l'engagement final de tous. Donc les engagements, les meilleurs efforts sur le scope 3, notamment sur le transport des clients, c'est essayer de faire en sorte qu'on trouve des alternatives de mobilité carbonées, essentiellement, on va dire, 1, la voiture, et 2, les transports qui utilisent la combustion comme moyen, et les avions. Donc on essaie de pousser des initiatives sur le train. Il y a quelques années, on avait, post-Covid, remis le train sur les rails, sans jeu de mots, avec l'Eurostar. Ça a duré 2 ans et après on s'est heurté à d'autres difficultés. Il y a d'autres acteurs qui, forcément, ne nous aident pas vraiment. Voilà, il faut le dire aussi. Et là, dernièrement, donc c'est cette saison, une initiative aussi que la compagnie a pris dans toutes, d'ailleurs, ses divisions, au plus haut niveau du groupe et piloté par Dominique, c'est le train de nuit. Voilà, donc il a fallu aller trouver un opérateur qui voulait bien s'occuper de ça, aller retrouver des voitures-lits d'un autre temps. Il y a un côté un peu vintage d'ailleurs qui plaît beaucoup aux clients, mais parce que tout simplement il y en avait plus en France. Il y en avait plus en France. Voilà. Donc on essaye de redonner envie, de créer cette initiative, évidemment dans un premier objectif qui est de travailler sur la destination de nos stations. Typiquement avec la destination Bourg-Saint-Maurice, où après on peut emprunter le funiculaire et accéder à la station des Arcs avec une mobilité douce qui n'a pas d'autre exemple, à mon avis, de ce niveau-là, en tout cas aujourd'hui. Mais et cette expérience, d'ailleurs, on va la prolonger. Donc c'est un engagement financier
et un risque pris par le groupe comme l'Eurostar à l'époque qui est fort. Voilà, donc il n'y a pas d'autre acteur aujourd'hui connu à date qui a mené cette action. La SNCF elle-même ne l'a pas fait. Et on va essayer de le prolonger l'année prochaine et même de l'étoffer. Quels sont les résultats là, que vous avez pour l'instant sur cette offre ? Ils sont très bons. Alors, comme tout nouveau produit, il faut qu'il trouve ses clients et sa clientèle. Mais ça se passe plutôt pas mal. Et on voit d'ailleurs que entre les annonces au début du dispositif, même si on a d'ailleurs été accompagné pour le coup en communication par les grands médias nationaux, le bouche à oreille, réseau et tout. Donc ça s'est très très bien passé. On en est ravis. Il faut que ça trouve sa place. Et ça trouve sa place. On voit qu'il y a des clients qui l'utilisent à l'aller, y compris des courts séjours, c'est-à-dire qui sautent dans le train, un peu à la façon de Jean-Claude Duss, tout de suite après le travail le vendredi soir, et qui vont se faire un week-end au ski, et qui reprennent par exemple un TGV retour sec le dimanche soir. Vous avez déjà des chiffres sur Oui, on a des chiffres, on commence à avoir des statistiques. Alors c'est petit nombre, je crois que le nombre total de réservations pour l'hiver, c'est 18 000 pax. Mais je crois qu'on a dépassé la moitié aujourd'hui, et on commence à avoir de la donnée un peu qualitative. Il y a aussi pas mal de transactions directes sans packaging. Ça, c'est une possibilité qu'on avait offert aussi pour pouvoir booster l'initiative. Mais on voit ça trouve son marché, il y a une clientèle, et on va essayer une deuxième année pour voir, avec un spectre un peu plus large, partir d'un petit peu plus loin, pour voir comment ça se comporte dans le temps. Et par contre, le sujet, c'était un petit peu le point sur lequel m'a challengé Jean-Marc Jancovici, en disant mais on ne pourra pas faire venir des centaines et des centaines de trains chaque semaine pour transporter les 450, alimenter les 450 000 lits touristiques, par exemple, de la Tarentaise, évidemment. Surtout qu'il n'y a qu'un sillon pour l'instant. Donc on sait qu'il y a d'autres travaux à faire pour pouvoir optimiser le nombre de wagons, le nombre de voitures, et de trains sur les rails. Mais à terme, on n'en passera pas des centaines de milliers. On le sait bien. Donc il faudra aussi d'autres initiatives décarbonées, passant par la voiture électrique ou d'autres types d'usages. Oui, la finalité de cette interview, je me rappelle, c'était que le tourisme allait être de plus en plus local, devait être de plus en plus local. Oui, et puis le point qui est très juste, sur lequel il nous challengeait, c'était de dire, si on se projette à 20 ans dans un monde où peut-être que l'offre sur les produits pétroliers au sens large du terme, dont l'Europe est très dépendante puisqu'elle importe pratiquement tout, la production aura été divisée par 20, le prix multiplié par 20. À ce moment-là, est-ce que vous avez imaginé comment vos clients vont se comporter pour pouvoir accéder à vos destinations de montagne ? C'est un vrai point. Et ça, c'est une vraie question de projection long terme, et de savoir sur quel levier on peut jouer petit à petit pour aller vers ces points de transformation qui vont arriver finalement assez vite. Donc d'autres engagements sur votre feuille de route, c'est forcément les espaces naturels, la préservation de ces espaces et notamment la mise en place de mesures favorisant la biodiversité positive. Qu'est-ce que c'est une biodiversité positive sur un domaine skiable ? Alors une biodiversité positive, c'est comment on met en œuvre l'ensemble des éléments qui permettent aux espèces floristiques et faunistiques de pouvoir vivre correctement et se développer. C'est clairement travailler sur les sols, la qualité des sols, l'aération des sols. C'est aussi préserver les différents milieux. Nos domaines skiables, ils sont faits de mosaïques de milieux. Et ça, c'est vraiment important pour avoir une diversité des espèces, toujours au niveau de la faune et de la flore. Et donc nous, notre action, en tout cas notre contribution à ça, c'est déjà être lucide sur l'impact de nos activités sur ces écosystèmes, de pouvoir mesurer cet impact, toujours d'essayer d'identifier des leviers qui vont nous amener à améliorer les choses. Nous, concrètement, nos pistes sont des zones qui sont artificialisées. Nous, on les considère comme telles, en tout cas, même s'il y a de la pelouse, des espèces végétales. Pour nous, ce sont des milieux artificialisés. Et donc, on a entrepris de venir
recoloniser avec des espèces végétales endémiques et du coup pouvoir favoriser un petit peu la reprise de certaines espèces et du coup travailler sur la qualité des sols. Voilà. On travaille aussi sur tout ce qui va être zone humide. La zone humide est vraiment un élément des milieux qui est crucial. Non seulement parce que elle vient reconnecter au niveau du fonctionnement hydrologique tout ce qui va être pluviométrie avec les aquifères. Donc ça, c'est vraiment hyper important d'avoir un bon fonctionnement et d'une préservation des zones humides. Il y a un vrai intérêt sur l'aspect biodiversité aussi, parce que ce sont des refuges de biodiversité. Et puis en plus, ce qu'on sait un peu moins, c'est que ces zones humides, elles ont un effet de séquestration du carbone qui est démultiplié par rapport à d'autres milieux. Donc voilà, on a fait le choix de se concentrer sur ces deux types de milieux-là. La zone humide par son critère crucial, et l'autre, la piste de ski, parce qu'on est clairement à l'origine de la dégradation et qu'on a des leviers de restauration. Ça fait partie donc des renoncements aussi, ça David, pour renoncer à artificialiser les sols pour avoir une biodiversité positive. Oui, ça fait partie des engagements en renoncement. Pas d'extension de domaines skiables, pas d'extension nette de domaines skiables. Réhabiliter des zones. Les zones humides, c'est quand même l'exemple le plus marquant parce que ça permet de régénérer les espèces faunistiques et floristiques et en plus de séquestrer du carbone, voire aussi de jouer un rôle sur le tampon, sur le stockage d'eau, donc le ralentissement du fil de l'eau, parce que ça c'est aussi un des enjeux qu'on a de plus en plus en montagne avec la fonte des glaciers et puis les terrains qui sont de plus en plus étanchéifiés, qui ne permettent plus d'absorber l'eau. Donc ça, ralentissement du cycle de l'eau, c'est quelque chose de très important. Et sur finalement cet engagement, on a essayé de se doter d'un outil qui reprend les principes du zéro artificialisation net, qui est une nouvelle disposition réglementaire qui va s'appliquer petit à petit sur l'aménagement de manière générale, pas qu'en montagne, mais notamment en montagne. Et on s'en est inspiré pour en faire une méthode de monitoring de notre action sur les domaines skiables, enfin les domaines de montagne. Et donc on est venu affecter sur les surfaces d'aménagement différents coefficients donnés par l'impact de l'artificialisation et de l'action de l'homme. Donc, et tout y est passé, les pistes, les retenues collinaires, enfin même la création d'un chemin d'accès est une zone artificialisée par définition. Et on est venu monitorer tout ça et affecter des coefficients à chacune de ces parties, de la plus artificialisée à la moins artificialisée. Et donc on a fait un master à un instant T, et on va suivre dans le temps cette évolution en se donnant comme boussole de rester à impact nul, et si ce n'est positif. C'est-à-dire, même si par endroit, la création par exemple d'une nouvelle remontée mécanique, qui va peut-être elle-même venir en remplacement de 2 anciennes remontées mécaniques, donc il y a une zone qu'on va déséquiper, et sans doute réhabiliter, pour créer une nouvelle remontée mécanique, mais on va regarder si l'opération entre les démontages, la reconstruction, en plus avec des principes d'une conception économe, avec d'autres types de matériaux, permettent d'avoir un solde positif. Et avec ce modèle qu'on a bâti qui partit de l'idée du zéro impact d'artificialisation nette, on va essayer d'avoir une action régénérative positive sur la biodiversité, sur la désartificialisation, sur la désétanchéification des sols. Alors, par exemple, il y a beaucoup de sols qu'on a pu, avec de l'enrobé ou des choses comme ça, peut-être que... Et c'est un outil que vous allez déployer dans toutes les stations ? Il est déployé, il est encore déployé pour toutes les stations, y compris les nouvelles DSP Pralognan-Vanoise
dont on est opérateur depuis le 1er novembre, on va accompagner les équipes avec les standards et les objectifs qu'on s'est donnés de toute façon au niveau du groupe et de la division montagne pour passer petit à petit au gabarit de ces engagements. Et qui fait l'analyse de ces données ? C'est toutes les équipes, c'est beaucoup concentré parce que comme ces engagements ont été publiés, qui sont monitorés et on s'est nous-mêmes engagés à donner la trajectoire de ces chiffres et la réalité, la transparence de ces chiffres, comme le rapport financier du groupe, il y a le rapport dit extra-financier, donc c'est la somme de toutes les autres données, RH, biodiversité, eau, etc. Donc ça veut dire que le grand public, il a accès à ces résultats ? Bien sûr, d'accord. Bien sûr. Et c'est une façon de dire on s'est engagé et on mesure et on vous donne les résultats de tout ça. C'est comme ça qu'on démontre que le plan de sobriété énergétique fonctionne, qu'on consomme moins et mieux, qu'on fait de l'hydroélectricité, donc on réduit notre exposition au marché de l'électricité, qu'on a réduit notre consommation d'eau, ou en tout cas le prélèvement d'eau à des fins de neige de culture. Je le disais il y a 15 jours dans une intervention devant les Shifters dans le pays du Briançonnais sur le cas particulier de Serre-Chevalier. En 3 ans, on a réduit de 20% de notre prélèvement d'eau à des fins de neige de culture de manière globale. Ça, c'est une composante sur laquelle on communique avec des éléments chiffrés, validés chez nous par des commissaires aux comptes qui viennent contrôler les indicateurs financiers comme les extra-financiers, et qui viennent les tamponner. Ça, c'est très important. Et l'eau, c'est d'ailleurs un autre de vos engagements. Il y a un observatoire de l'eau, des observatoires de l'eau qui vont être mis, pareil, dans toutes les stations. Oui, alors les observatoires de l'eau, on a commencé à travailler ce sujet-là il y a un peu plus de 3 ans maintenant, avec le soutien d'Olivier Erard, qui est hydrologue et qui en plus a une vraie expertise de gestion de domaines skiables. Oui, avec Métabier. Exactement. Et donc on a commencé par essayer de comprendre le fonctionnement de nos bassins versants, en fait. Parce que c'est le prérequis de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir du coup limiter les impacts. On a fait cette étude sur tous nos domaines, à l'exception de Pralognan qui du coup aura son étude qui va arriver dans les 12 à 24 mois. Donc on a fait ça sur l'ensemble de nos domaines. On a une vision finalement de quel est l'impact de nos prélèvements sur la ressource disponible. On a aussi identifié qu'on avait un certain nombre d'instruments de mesure à compléter sur nos destinations, enfin sur nos domaines skiables. Donc on s'est mis en chemin pour pouvoir compléter notre dispositif et nos infrastructures de mesure. Donc ça c'est fait. À date, c'est déployé sur 100% de nos sites. Ce qu'on a fait maintenant depuis le milieu de l'année 2025, en lien avec notre feuille de route CEC, c'est qu'on s'est dit, c'est très bien, on l'a fait une fois, mais il faut monitorer pour vraiment s'assurer qu'on suit bien le niveau de pression et qu'on s'adapte. Donc on s'est mis à réfléchir à un outil plutôt industriel, informatique. On s'est associé avec un bureau d'études et un éditeur de logiciels et on a construit un outil informatique qui permet justement de monitorer tout ça. Et il est en cours de déploiement. C'est dans notre feuille de route une fois de plus. C'est une de nos actions. On aura un déploiement final en 2027, je pense. Là, on a bien commencé. Et ça nous permettra du coup... dans une étape 2, de monitorer en temps réel les usages qu'on peut faire de la ressource en eau sur nos bassins versants. C'est un outil qui peut et qu'on a conçu pour être déployable sur le territoire. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher les usages autres que ceux de la neige de culture, qu'on agglomère pour avoir une vraie vision de la pression globale de la destination, du territoire, au niveau de la ressource en eau. Mais du coup, c'est une vision à l'instant T, parce que c'est difficile d'anticiper l'eau. Alors, c'est une vision à l'instant T, mais on a embarqué aussi des notions de scénarii de réchauffement climatique. Ce qui fait qu'on peut simuler et modéliser en quoi nos prélèvements auront un impact à horizon 2040, 2050. On est même allé jusqu'à 2070. C'est pour se faire un peu... plaisir, on va dire. Plaisir ou peur ? Plaisir. Alors, moi, j'essaye toujours de rester positive dans ces problématiques environnementales. Il y a des solutions.
Et ce genre d'outil, c'est une solution parce que ça met le doigt vraiment sur les modifications de comportement ou de gestion qu'on doit apporter pour limiter notre impact. Voilà. Et si on veut agir, de toute façon, il faut rester positif. On a des solutions, on peut les partager et on peut avancer. Mmh. Oui, tu parles de partage. David, le 4e engagement, il concerne la collaboration entre les acteurs. Tout à l'heure, quand tu parlais du transport, par exemple, tu évoquais les difficultés qu'il pouvait y avoir entre les différents acteurs de la montagne pour se mettre d'accord, pour avancer tous ensemble. Partager votre expérience, du coup, c'est quelque chose d'important, notamment quand on est une compagnie comme la Compagnie des Alpes. Là, vous faites, je crois, c'est 289 millions d'euros pour le premier trimestre 2025-2026. C'est 10% de plus que le trimestre de la même période l'année dernière, quand on a les moyens en fait aussi d'avancer dans ce genre de parcours et puis d'essayer d'aller chercher des solutions, c'est important de pouvoir les partager avec d'autres. C'est ce qu'on évoquait et ce que Nadège évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que ces méthodes, ces nouvelles méthodes, ces nouveaux outils qu'on construit, on les partage tout de suite. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on avait bâti il y a quelques années avec Impact Neige, quand dans le même temps, un autre cabinet avait développé ClimSnow. Donc aujourd'hui, ClimSnow existe et on utilise maintenant les données ClimSnow, parce qu'au moins elles sont accessibles à tous et c'est un organisme indépendant, tiers, qui le fait. Comme ça, on peut pas nous reprocher d'être à la fois celui qui fait l'étude, l'analyse et en tire les conclusions. Et c'est très bien comme ça, mais c'est exactement la même ingénierie, les mêmes éléments qu'on utilise, à la fois des données de Météo France, des scénarios du GIEC et qu'on modélise sur l'enveloppe de nos domaines de montagne. Ça, c'est très important parce que c'est un outil aujourd'hui qu'on utilise systématiquement pour les domaines de montagne dans lesquels on intervient, comme ceux sur lesquels on a envie de se positionner. Et systématiquement, l'étude ClimSnow, c'est quelque chose qu'on demande, qu'on examine, dans cette capacité à pouvoir modéliser un certain nombre de choses, d'investissements, d'aménagements, etc., sur une échelle 2030, 2050, 2070, 2080. Donc ça, on le demande systématiquement. Et c'est un outil de territoire. Savoie, Haute-Savoie, par exemple, ça a souvent été financé par les collectivités ou par les entreprises exploitantes. Dans les Alpes, région sud PACA, ça a été financé par la région. Donc je trouve que c'est une excellente idée. C'est une très belle initiative qui les a financés, les a mis à disposition de chacune des collectivités du territoire, dans les Hautes-Alpes, etc. Donc ça, c'est très très bien. Donc elle les a mis à disposition de tous ces acteurs. Et quand on répond sur un projet de délégation de service public, on demande ça. Maintenant, systématiquement, on va aussi demander les données sur l'eau, donc le impact eau ou le clim eau, l'équivalent de la neige sur l'eau, et potentiellement tous ces autres éléments qu'on aura pu monitorer, et cette data finalement, parce qu'on parle beaucoup de données, il y a de la donnée financière, il y a de la donnée RH, de la donnée client, marketing, commercial, mais il y a aussi de la donnée environnementale, technique, et c'est de ça dont on parle. Et c'est cette donnée-là qui est notre point central à tous, qui intervenons sur les territoires, et au premier rang desquels on trouve évidemment les collectivités, qu'elles soient locales, territoriales, régionales, dont c'est le rôle de donner un cap sur l'aménagement du territoire, sur l'économie, etc. Nous, on est des acteurs de l'économie et on contribue. Donc, au fil de l'eau, encore une fois, sans jeu de mots, et de nos contrats, on développe ces compétences qu'on globalise au niveau du groupe, parce qu'on a aussi cette capacité financière à pouvoir peut-être intégrer des compétences et des ressources que chacune individuellement de nos stations ne pourrait pas se payer. Donc ça, c'est très important et c'est toute la force du groupe. Et on en fait profiter le territoire dans les analyses, dans les interactions diverses et variées, donc de biodiversité, d'eau. Et c'est très important, l'eau, c'est même le point à mettre en premier. C'est notre premier dénominateur commun, la neige, l'énergie, etc., etc. D'où la feuille de route régénérative qui reprend appui et prolonge les engagements qu'on avait pris, mais qui reprend appui sur ces éléments de territoire qui sont fondamentaux. Et cette feuille de route, malgré toute la bonne volonté dont vous faites preuve, est-ce qu'elle n'arrive pas tard finalement ? Dans ce contexte de réchauffement climatique, de ressources limitées, on en est encore en fait au stade des analyses, du déploiement d'outils ?
elle arrive pas tard selon moi, parce que on est évidemment en capacité d'intervenir. Alors, comme l'évoquait Nadège, on est dans une problématique qui est systémique. Donc, nous, on est un des éléments, mais évidemment qu'il y a tout le reste autour. Donc, on essaie de faire à minima notre part d'effort et traiter déjà les impacts directs et indirects qu'on produit. Et après, de travailler pour le pot commun. Mais le pot commun, c'est le pot commun ici dans la région, le pot commun français et puis mondial. Voilà, donc on est une toute petite contribution de tout ça, mais on se dit qu'on a un rôle aussi, parce qu'on est un acteur peut-être plus visible que d'autres, d'être moteur et d'être le plus exemplaire possible. Donc non, je pense que la prise de conscience, elle a déjà quelques années. On travaille sur la base d'outils et de nouvelles capacités technologiques, d'analyse, de compétences, de transformation, de prise de conscience. C'est aussi parce qu'on a été acteur de grandes stations d'altitude, de par le positionnement qui avait été celui de Jean-Pierre Sonnois en 89 quand la Compagnie des Alpes s'est créée, qu'on a vu finalement les premiers effets du réchauffement climatique par la fonte des glaciers. Parce que finalement, d'une année sur l'autre, c'est pas les quantités de neige tombées au sol qui sont l'indicateur du réchauffement climatique. Parce que avec ce qu'on est en train d'avoir en ce moment, on pourrait se dire, mais c'est des aléas météorologiques. La neige, il y en a même trop en ce moment. Donc, c'est parce qu'on a été acteur exploitant de glaciers à Tignes, aux Deux Alpes, dans la vallée des Bellevilles, à La Plagne avec Belle-Côte. On a été exploitant de ces glaciers qui ont été des marqueurs durables dans le long terme de réchauffement. Donc, on a pris conscience, je pense, assez tôt de ça pour se mettre en mouvement. C'est ces prises de conscience qui nous amènent à travailler d'ailleurs dans le cadre de la CEC et d'avancer sur ces sujets. Et donc non, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard de prendre conscience et de mener ce type d'action et de monitorer chacun des résultats, parce qu'on doit être crédible dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Parce qu'on sait très bien qu'on fait l'objet de critiques permanentes, évidemment. Oui. Certains diront oui, c'est du greenwashing. C'est du greenwashing, exactement. Voilà. J'allais vous lancer là-dessus. C'est forcément. Quand on a des résultats pragmatiques sur le prélèvement de l'eau à des fins de neige de culture ou autres d'ailleurs, et qu'on dit qu'on a une réduction depuis plusieurs années de 18% par exemple à Serre-Chevalier, c'est concret. C'est mesurable, c'est vérifiable, à qui veut s'en donner la peine. Quand on dit que sur l'hydroélectricité, je prends toujours l'exemple de Serre-Chevalier, parce que j'ai encore les chiffres en tête de cette intervention, on autoproduit aujourd'hui 30% de l'énergie grâce à la production hydroélectrique et photovoltaïque. C'est concret, c'est vérifiable, c'est mesurable. Toutes les initiatives, elles sont, sur lesquelles on communique et s'est engagé, elles sont vérifiables et mesurables. Voilà, c'est notre part de l'effort. Et ceux qui sont un peu sceptiques, à eux d'ouvrir les livres, ou voire de venir nous voir et de constater sur le terrain que tout ça est réel. De toute façon, même en interne, on serait pas crédible si nous-mêmes on déployait pas ça auprès de nos collaborateurs. Donc ça, c'est très important. Dans Régénératif, moi, j'entends aussi le mot génération. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les nouvelles générations ? Est-ce que la Compagnie des Alpes, elle a un rôle justement pour peut-être un petit peu lutter contre cet élitisme du ski, pour en tout cas pouvoir permettre aux jeunes de continuer à avoir accès au ski, même aux locaux qui n'ont pas forcément les moyens et... ça devient un sport de plus en plus cher et ça risque de devenir un sport de plus en plus cher. Est-ce que vous avez les moyens de lutter contre ça ? Je ne sais pas, moi, investir dans des bâtiments pour les classes de neige. Est-ce qu'il y a une projection là-dessus ? Alors, les classes de neige, on peut en parler un moment. Et la problématique, elle est pas que le prix, elle est même dans les premiers vecteurs, pas liée au prix, mais aux évolutions sociétales. Le modèle de l'éducation nationale et des parents qui veulent plus laisser partir leurs enfants. Donc c'est pas une problématique de coût, les classes de neige en réalité. Mais si on élargit, la Compagnie des Alpes elle-même est multigénérationnelle. Et ça commence par là, c'est-à-dire que dans nos équipes, et surtout sur tous les nouveaux métiers, du digital, justement, en lien avec la biodiversité, qu'on parle d'ingénieurs et autres, on intègre de plus en plus, on fait appel d'ailleurs à de l'alternance de plus en plus depuis 5 ou 6 ans, des stagiaires qui assez souvent restent dans nos équipes par la suite parce qu'ils tombent amoureux du
du groupe, des valeurs qu'on embrasse et puis finalement du terrain de jeu qu'on a. Et on prend beaucoup de plaisir à faire ça et ça c'est important. L'entreprise, elle doit donner envie. Au-delà des valeurs qu'elle dégage et des missions qu'elle a, elle doit donner envie. Donc la compagnie aujourd'hui est déjà multigénérationnelle. Alors c'est une difficulté parce que les apprentissages, éducation, style de management sont pas les mêmes entre les vieilles générations dont je fais partie et les nouvelles, et que c'est sans arrêt sur le fil dans ce monde un peu turbulent. Mais ça, c'est déjà un premier élément. Et justement, la montagne qu'on appréhende aujourd'hui, c'est une montagne toute saison. Et justement, évoluer de ce monomodèle issu des plans neige basé sur le ski et la neige vers le fait de profiter d'une montagne sur des saisons plus larges, de l'été, de l'hiver, pour différentes catégories de clients. Évidemment, on ne va pas du tout comparer notre clientèle hivernale qui vient une semaine au ski, dans un hébergement, un chalet ou une résidence, avec la clientèle qui vient l'été pour 15 jours, profiter de la montagne, faire de la randonnée, du VTT, etc. Donc, c'est cette pluralité de montagnes qu'on veut développer et qui, justement, est accessible au plus grand nombre. Et si ça passe aussi par des projets avec l'éducation nationale, avec l'appui des départements qui s'engagent beaucoup, je pense à celui de la Savoie entre autres, ou des régions qui mettent beaucoup de moyens pour favoriser le transport, favoriser la rénovation des centres de vacances, parce qu'évidemment, la question de la mise aux normes, des passoires thermiques, etc., ça demande aussi beaucoup d'investissement. Je pense que ça ira dans le bon sens. Et les envies de toutes ces clientèles, notamment les clientèles locales et régionales qui ont envie de venir pratiquer notre montagne. Et d'ailleurs, depuis maintenant 5-6 ans, autant on voit que le nombre de nuitées touristiques hivernales sur le plus grand nombre ou transformées en journée ski en France sont plutôt stables, voire légèrement en progression. On voit que les nombres de nuitées en montagne sur les saisons estivales ou automnales sont en très forte progression. Ça, c'est très positif. C'est-à-dire que la montagne plaît, séduit, et qu'elle prend sans doute des parts de marché, peut-être un peu au littoral, peut-être aussi à des séjours qui se font moyen ou long courrier. Je pense que c'est extrêmement positif. Et avec des budgets, encore une fois, la montagne de l'été, c'est pas du tout les budgets de l'hiver. Donc ça veut dire qu'elle est accessible. Est-ce que vous avez une mission de solidarité, ou est-ce qu'on peut l'imaginer en tout cas dans le futur avec les plus petits domaines de moyenne et basse altitude qui vont souffrir bien plus vite, qui souffrent déjà et qui sont ceux vers qui généralement les familles les plus modestes se tournent, vers lesquels les familles les plus modestes se tournent parce qu'ils sont plus accessibles financièrement. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas imaginer aussi qu'une compagnie comme la Compagnie des Alpes a ce rôle à prendre ? En fait, la Compagnie des Alpes, au travers des différentes destinations qu'elle opère, déjà très présente sur justement cet engagement solidaire, j'allais dire, en soutien même aux voisins. J'ai des expériences de Val d'Isère qui historiquement a toujours donné un coup de main à Bonneval-sur-Arc, la station de la Plagne avec Notre-Dame-du-Pré, avec les autres exploitants, leur fournir du matériel, voire parfois les faire donner un coup de main à des opérations de maintenance ou de démontage ou de grandes visites, du prêt de matériel de levage, d'accompagnement de certification croisée sur des systèmes ISO, par exemple, des choses comme ça. Cet engagement solidaire, on va dire naturel, qui est aussi en plus l'état d'esprit du montagnard dès l'origine, est déjà extrêmement présent. Mais sur carrément la gestion d'un domaine, comme par exemple, je sais pas moi, l'Alpe du Grand Serre ou le rachat d'un... L'Alpe du Grand Serre, on essaye déjà d'être présent sur un certain nombre de sites. Sur l'Alpe du Grand Serre, je pense qu'il y a déjà beaucoup de moyens et de personnes qui étaient sur cette opération. J'ai cru comprendre qu'il y avait déjà une histoire de structuration de la gouvernance politique qui était au cœur du problème. Non, mais c'est un exemple, le premier point, c'est de peut-être déjà station. de se mettre au clair sur la gouvernance, la distribution des compétences sur justement l'aménagement du territoire, de la montagne et de ce qu'on veut en faire. Quel est le projet ? Quel est le projet qu'on a envie de porter pour ce territoire-là, aussi bien pour ses résidents
que ceux qui ont envie de venir pratiquer cette montagne-là. Mais c'est Et pas en exclu. l'occurrence, Du coup, je veux dire, si le projet tout à coup était... Enfin, c'est pas exclu, je veux dire, qu'un jour, la Compagnie des Alpes rachète un peu. Ah non, mais il y a aucune exclusion par définition. Et je l'ai dit tout à l'heure, maintenant on regarde... le dernier exemple que je donnais, c'est Pralognan en Vanoise. On a eu beaucoup de questions en disant « Ah mais tiens, vous avez changé votre stratégie, pourquoi, comment, Pralognan, etc. » Alors évidemment, on ne va pas comparer la destination Pralognan en Vanoise avec la Grande Plagne qui est juste à côté, évidemment. Mais Pralognan en Vanoise, il y a eu l'opportunité de se positionner sur un contrat de 25 ans. On a regardé tous les moyens qu'on a bien voulu mettre à notre disposition dans le cahier des charges, justement, sur le Klimsno, sur tous ces éléments-là. Et on connaissait et on a vu un site de montagne avec une profondeur du modèle actuel basé sur la neige, le ski, qui soit alpin, nordique, l'exploitation de la centrale de réservation, mais avec un modèle aussi touristique estival, qui est d'ailleurs en nombre de nuitées équivalent de celui de l'hiver. Donc, on s'est positionné très naturellement à la lecture de tous ces éléments-là sur Pralognan en disant on y va et on a envie de gagner. Donc, et ça, c'est déclinable à l'infini sur les différents dossiers qui vont arriver. Il y en a sur lesquels on se positionnera, et certains qu'on gagnera, d'autres pas. Enfin, ça, c'est la vie. En tout cas, voilà, c'est très important de l'aborder avec l'ensemble de ces éléments. Mis à la disposition du plus grand nombre. Il ne faut pas, comme on a pu voir parfois, dire le Klimsno, l'étude Klimsno, je la mets sous le coude. Je ne vais surtout pas la donner parce que je ne sais pas, potentiellement elle peut dire des choses plus ou moins positives et puis je ne sais pas ce qu'on va en dire et ce qu'on va en faire. Non, je pense que tout est bon à prendre parce que les destinations dites de charme, de moyenne montagne, elles ont un modèle ou des modèles et une clientèle qui donne envie de pratiquer une forme des activités en famille, entre amis, et on ne va pas comparer une semaine, je sais pas moi, à Grèce-en-Vercors avec une semaine passée à Val Thorens. Pour autant, c'est deux destinations qui sont magiques. Nadège, pour revenir à la feuille de route, quel est le suivi maintenant? Quelles sont les prochaines étapes? Et puis comment est-ce que vous voyez la mise en application d'ici les 10 prochaines années? Alors déjà, le suivi, il est simple. On a fixé des actions avec des échéances. Elle sera devenue déjà la patronne de la division montagne. Waouh. Changement de cap à 10 ans. Non, plus sérieusement, voilà, le chemin est tracé, en tout cas pour les 3 prochaines années, avec des actions effectivement avec un terme, des actions simples qu'on veut pouvoir partager avec chacun sur les sites. Une fois qu'on aura bien avancé sur l'ensemble de ces actions sur nos 5 leviers, c'est effectivement régulièrement, je ne donnerai pas de fréquence, c'est tout au long de notre parcours, de notre chemin, de se re-questionner sur est-ce que finalement il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire différemment avec un impact plus positif. On est toujours, David dit souvent, on travaille en mode popcorn aussi. Donc si on a une opportunité à un moment de faire différemment et de faire, je vais utiliser le mot mieux, mais voilà, faire différemment avec un impact plus positif, on le fera, on l'emmènera, on le décrira en objectifs simples, mesurables, partageables avec l'ensemble des sites, mais aussi l'ensemble des territoires. Nous, ce qui est clair, c'est qu'on a bien compris qu'on ne pouvait pas y aller seul, qu'il fallait systématiquement aller challenger un peu nos idées et nos outils et nos méthodes. Et puis essayer de non pas en faire profiter le plus grand nombre parce qu'on n'est pas c'est pas nous qui menons la danse, mais au moins de manière très humble de dire voilà ce qu'on a fait, qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous êtes partant pour avancer avec nous. Voilà, c'est comme ça qu'on veut le mener. Et moi j'ai envie de rajouter quand même que le sujet il est énormément porté par le terrain. On a des équipes qui sont engagés plus que jamais sur ces sujets-là. Comme le disait David tout à l'heure,
ils vivent en montagne et ils vivent de la montagne et on a envie de leur montrer qu'il y a un avenir en montagne. Voilà. Et moi, c'est aussi pour ça que je me suis engagée, parce qu'en tant que passionnée de montagne, j'avais envie que mes enfants, et voire peut-être même mes petits-enfants un jour, puissent continuer à profiter de cette belle montagne tout en limitant nos impacts et en contribuant à sa restauration. Merci beaucoup. David, c'est quoi cette théorie du popcorn ? La théorie du popcorn. En fait, on met des individus dans une même pièce. Voilà, et puis il y en a un qui lance une idée, puis ça en fait éclater une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et voilà, puis à la fin, on essaie de faire une motion de synthèse. C'est pas toujours possible de trouver le bon chemin, mais voilà, pour faire émerger les bonnes idées. Non, mais c'est une façon de faire du brainstorming ou brasser des idées et trouver des... Il n'y a aucune idée qui est mauvaise, en fait. C'est voilà, à partir de ce principe-là, ouais. Voilà. Et c'est souvent ce qu'on se dit, c'est que peut-être qu'on va se casser la figure, mais au moins on essaye d'y aller à notre façon, à notre vitesse, avec les moyens qu'on a. Et sur le sujet de la Convention des entreprises pour le climat, il y a le pourquoi on y est allé tous les deux, alors qu'on avait déjà un plan de charge bien nourri par ailleurs, mais c'était bien, parce que c'était une façon aussi de se déporter un peu du quotidien et d'aller chercher des expériences, du partage humain avec toutes ces entreprises et de belles interventions. Et à la fin du cycle, on nous a posé la question de ce qu'on aimerait pour la suite. Et moi, j'avoue que s'il pouvait y avoir une session CEC Alpes ou massif de montagne dédié aux élus de montagne. C'est ce que j'ai dit aux équipes de la CEC. Je trouverais ça génial, parce que franchement, on sort pas le même à la sortie. On s'est enrichi de plein de belles rencontres d'ailleurs, de plein de belles expériences, de choses qui ont marché, de choses qui ont moins bien marché. Et si nos élus de montagne qui sont aussi engagés, là on est à l'aube de futures élections municipales, donc on voit bien que ça fourmille beaucoup en ce moment, mais ils ont beaucoup de responsabilités. La période à venir, des 6 ans, elle va être sacrément compliquée à gérer, vraiment. Donc on aura besoin d'eux, ils auront besoin de nous. Et s'ils avaient un peu de temps à consacrer à une CEC massif de montagne, s'il y avait une initiative de ce type-là qui pouvait s'organiser, moi je trouve que ça serait une belle initiative. Pour fédérer encore un peu plus les acteurs autour de tous ces enjeux. Et puis apprendre, imaginer des choses, ouais. Puis ça peut donner des idées pour des feuilles de route. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Ce que j'ai retenu de cet entretien avec Nadège et David est d'abord que, quelles que soient les objections, même les plus justifiées, la Compagnie des Alpes est un acteur incontournable de nos territoires de montagne. Leur feuille de route pour la Convention des entreprises engagées pour le climat a été publiée en juin 2025, avec pour objectif de s'inspirer d'autres entrepreneurs durant le parcours, de rencontrer des experts, de faire évoluer les engagements et renoncements de 2021 et d'établir un plan à 5 ans avec un besoin important de prospective. Cette feuille de route se veut le garant de pérennité et d'habilité des territoires. L'avenir est incertain en montagne, mais en tant qu'entreprise, la Compagnie des Alpes se doit de maintenir le cap en réfléchissant à des activités moins impactantes, à un tourisme 4 saisons et à la manière de partager leurs compétences sur l'eau, par exemple. À ce sujet, la CDA développe des outils de mesure déployés sur les stations et les données sont disponibles sur leur site internet. Alors évidemment que le modèle d'entreprise est critiquable, qu'être opérateur de remontées mécaniques dans les plus grandes stations de ski françaises ne semble pas tout à fait comparable à une activité régénérative. Il n'en demeure pas moins que la Compagnie des Alpes investit dans la transition, une transition dont le sens est défini par des acteurs de domaine skiable qui ont décidé, selon les mots de son dirigeant David Ponson, de faire leur part. C'était Talk to You, le podcast original de Mountain Changemakers, à retrouver sur les plateformes d'écoute Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Si ces sujets vous intéressent, l'ensemble de nos contenus est disponible sur notre chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Retrouvez toutes les informations sur notre collectif sur mountainchangemakers.org. Ce podcast a été réalisé par Tom Surbeck.